Il se trouve que je me suis mariée très jeune, à 20 ans, 21 ans, j'avais 2 enfants, alors on n'attend pas le nombre des années. Et voilà ce qu'il dit. Angelo, le père de Josette. Avant de poursuivre, je tiens à parler d'Ange, le père de Josette, de sa lutte contre le fascisme en Italie, en Espagne puis en France. À faire un peu d'histoire à l'attention de mes petits-enfants, j'annexe les documents qui, j'espère, les intéresseront. Angelo Curti est né je vous le donnerai, est né le 14 avril 1896 à Reggio Emilia. Il est recruté dans l'armée italienne le 23 octobre 1915, Première Guerre mondiale, à l'âge de 20 ans. Il était étudiant et commençait des études de biologie. Il est le 28 mars 1919 classé au grade de sous-lieutenant de réserve, mais Angelo n'a pas attendu la fin de la guerre pour se battre contre la montée du fascisme. Il sera dégradé, jugé le 22 janvier 1921 pour délit de subordination et de révolte. Le tribunal spécial de Milan ne peut constater que l'action est atteinte, l'action est atteinte par l'amnistie. Toutefois, par jugement du 5 novembre 1924, le tribunal spécial de Turin entraîne la perte du grade de sous-lieutenant. Communiste clandestin, il est arrêté par la police de Mussolini. Il s'évade comme un certain nombre de camarades italiens en passant par la République de San Marino et il gagne la France. Des précisions. Ce n'est qu'en 1965, au cours des vacances en Italie, que nous découvrons le rôle d'Ange dans la création du Parti communiste italien et sa lutte contre la montée du fascisme. Les camarades avaient appris par son cousin sa présence en Italie. Ils ont tenu à lui rendre hommage à la fédération de Reggio Emilia En 1971, il est invité à Reggio pour le cinquantenaire du parti. Bien que malade, sur notre insistance, il s'y rend avec René, c'est ma mère. Il en revient très ému. Il parle peu de ses exploits, mais nous montre la litho qui lui a été offerte ainsi qu'à ses compagnons. Alors elle est abîmée, on a retrouvé ça pour ma mère. Alors, vous avez... Vous allez me le lire en français, ça serait bien. Attendez. Ça, c'était fait par les partis communistes. Ça, c'était... Oui, ça, c'est posé. C'est, en fait... Vous me le lisez en français, c'est gentil. Par contre... Camarade Angelo Curti, fondateur du Parti communiste à Reggio Emilia, en occasion de la célébration solennelle du 50e du PCI, les bureaux politiques... avec reconnaissance et affetto. C'est parfait, affection. Affection. Voilà. Alors, je continue, puis après je vous ferai une petite synthèse et je vous dirai ce que mon père m'a apporté. Il arrive en France. En 1924, il achète un lotissement à Drancy, c'est ici. Un terrain de 500 mètres carrés, rue Charmante, devenu rue Roger-Breton. Le lotissement est non viable à l'exception du réseau de distribution électrique. Pas d'eau, pas de tout à l'égout. L'endroit n'est recherché que par des gens très peu argentés. Chacun s'installait dans des conditions souvent précaires, avec pour objectif d'y construire la maison où faut loger la famille. Ange, qui doit rapidement faire venir ses vieux parents, menacés par les fascistes, y implante une construction en bois, 8 mètres sur 8 mètres, 4 pièces séparées par des cloisons en bois. Mon père n'était pas du tout manuel. Ma mère l'était davantage. Si Ange avait appris le français pendant ses études, il lisait et parlait l'espagnol, il connaissait le latin et il s'est empressé d'apprendre l'espéranto. Ses parents ne parlaient que le patois de Reggio Emilia et il supportait mal l'isolement. Il a décidé de faire venir près d'eux une famille d'Italiens émigrés, les Bigi, pour les installer. Ils partagent la maison en deux et le jardin. En 1929, bon, il achète ici, c'est pas grave. Il a quitté l'Italie, mais son combat pour la liberté, pour un monde en paix, s'est poursuivi. En 1936, il s'engage avec les Garibaldiens dans les brigades internationales pour combattre auprès des républicains espagnols le coup d'État fasciste de Franco. Quand il revient en France, ses parents sont morts. Il poursuit la lutte. Recherché par la police de Vichy, il est arrêté le 19 mars 1941, condamné pour affaire d'armes et écroué à Fresnes en vertu d'un jugement du tribunal militaire. Je laisse ça. Quand il ressort de prison, il ne revient pas à Drancy. Il poursuit le combat auprès des communistes français. Il le continuera jusqu'à sa mort. Tant qu'il a pu marcher, jusqu'à l'âge de 76-77 ans, il a vendu son journal.
Dans ces années 42-43, bon, après on repasse, hein, et alors, oui, alors je vais quand même vous le dire, hein, ce père que j'aime tant, c'est pas mon géniteur, hein, mais un géniteur pour moi, celui qui élève les enfants, celui qui leur porte de l'amour, des valeurs, c'est ça le père. Hein. Et les 2 premières choses qu'il m'a apportées, c'est quelque chose d'assez merveilleux. J'avais 5 ans, on n'habitait pas ici bien sûr, on habitait à Paris, dans une pièce. Mon père était dans la résistance, on le voyait de temps en temps. J'ai un frère, il était dans la clandestinité. En France, après les brigades. Et nous habitions donc à Paris, dans une pièce, chez les bourgeois, comme disait ma mère. C'était des appartements de 4 ou 5 pièces, ils louaient une pièce par famille. Donc voilà. Mais on n'avait pas beaucoup à manger. Ma mère faisait des ménages. Il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Mais je ne me rappelle pas qu'on était malheureux. Et une petite anecdote qui situe bien mon père, quand il venait, il venait souvent, de temps en temps, puis de temps en temps pas, eh bien, pour mon frère, pour moi, il nous lisait des livres. Et un des premiers livres qu'il nous a lus, c'est Sans famille. Et il lisait Sans famille avec cet accent italien qu'il a toujours gardé. Et il les lisait avec émotion de temps en temps. Il avait des larmes dans la voix. Et je me souviens de ça de façon... Alors on adore les livres, hein, mais je me souviens de ça d'une façon vraiment profondément bouleversante. Ce temps de consacrer, on va lire et on va expliquer ce que c'est Sans famille. Excusez-moi, il faut que je prenne un mouchoir. Donc, de retour à Drancy après l'amnistie, Ange a choisi de vivre en France avec la maman de Josette et ses 2 enfants. Il décide de jouir de ses droits et de ses devoirs civils et politiques et de devenir citoyen français. Il ne pouvait pas imaginer vivre en France sans avoir des droits et des devoirs aussi. Le devoir était beaucoup plus important que le droit. En 1947-48, il est recruté à la mairie de Drancy, il suit les cours de l'ENAM, c'était l'École nationale d'administration, passe le concours de rédacteur, qui est un concours maintenant qui est du niveau du bac. Hein. Il est reçu premier. Un beau pour un immigré venu en France à 32 ans. Le salaire n'a jamais été très élevé. Quant à la retraite, le minimum vieillesse, il n'avait pas suffisamment cotisé. Naturalisé français, il ne pouvait bénéficier, il ne pouvait en France prétendre à une pension d'ancien combattant, alors que pendant la guerre et la résistance, il était de nationalité italienne. Quant à l'Italie, il ne versait pas de pension français, ce qui est logique. Après la mise à la retraite pour limite d'âge, il a continué à travailler 2 à 3 fois par semaine jusqu'à plus de 72 ans. Voilà. Alors bon, après, elle parle un peu de ma mère. Si vous voulez, je vous le donne. C'est un témoignage écrit par celui qui a été, mon mari, qui était quelqu'un d'exceptionnel et qui le considérait comme son père et qui l'a considéré comme son fils. Mais pourquoi votre père il est parti pour Drancy? Comment? Pourquoi il avait décidé à l'époque Drancy ou... Pour Drancy? Oui, pourquoi ben, c'est très simple, si vous voulez. Il est venu, d'abord, il est venu en région parisienne. Il y avait déjà, c'est une ville communiste, hein, donc il pouvait aller que dans un endroit où il y avait des communistes. Et de surcroît, Drancy, c'était marécageux. Hein, donc c'était très pauvre. Donc il avait peu d'argent. Et la seule solution, c'est effectivement de venir, de trouver dans un environnement avec des camarades. Puis il a très vite, bon, il a fait les brigades internationales, il est très vite parti. Je crois que ça a toujours été un homme d'idéal. Alors je voudrais un petit peu parler d'un autre point qui est mon père et la religion. Et surtout mon père et les valeurs. Mon père avait été bien sûr enfant de cœur. Normal. Oh, je vois que vous êtes ému vous aussi. Non, oui. Non, vous êtes enrhumé. Non, bon, je parle clairement, c'est pas... oui, si. Pas trop vite. Bon, mon père donc était chrétien, ça c'est bien évident, et il avait enfant de cœur, mais bien sûr,
Pie XII a laissé arrêter les chrétiens sur la place Saint-Mère à Rome, il est devenu totalement anticlérical. Et j'ai toujours entendu, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, pas de baptême, pas de... Mais il avait cette rigueur morale et intellectuelle qui fait que il disait souvent, il était très exigeant par rapport à la morale, il disait souvent, les chrétiens ont une morale, mais nous aussi on a une morale. Et cette morale, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Elle est d'ailleurs dans le bureau de mon fils. Et tous mes enfants ont eu droit à avoir une reproduction de la Déclaration des droits de l'homme. Et quand on regarde bien notre belle déclaration, eh bien effectivement on y retrouve les valeurs. Alors après, il était quand même un peu raide, il fallait être exemplaire. On était comme les autres, comme les mômes. Mais ces valeurs nous ont tous profondément marqués. Elles ont aussi profondément marqué nos fils, et dont un a été président de la FCPE pendant 5 ans, 7 ans. Enfin, il avait d'ailleurs les palmes académiques à ce titre. Oui, c'est Thierry, oui, mais il est... bon, c'est un farfelu, il fait de la musique, il fait du bâtiment, il sait tout faire. Mais... Et voilà, et donc... on a été élevé avec ces valeurs de justice, de respect de l'autre, d'attention à l'autre. Et ces attentions, on les a toujours. Enfin, moi, je les ai profondément. Et si aujourd'hui je fais face à cette douleur d'avoir perdu mon mari, un de mes fils, tout ce que je le fais bien sûr en pensant à Georges, et je le fais aussi souvent en pensant à mon père, et il me dirait c'est bien. Donc je m'aide, j'aide des amis turcs, kurdes, pardon, dans leur papier de nationalité. Je fais travailler une petite kurde en français. Je m'occupe des drames de la sécurité sociale qui a stoppé un paiement d'un quelqu'un d'handicapé. Enfin, je suis la juriste. Alors souvent quand je téléphone à des organismes, je dis vous êtes assistante sociale? Non, je suis l'amie de madame. Et il y a toujours la personne à côté de moi si vous voulez lui parler. Mais je suis juriste, donc je peux les aider. Ouais. Par contre, il condamnait avec beaucoup de sévérité ce qu'il trouvait malhonnête, mais vraiment beaucoup de sévérité. Il ne supportait pas le mensonge, mais il était d'une discrétion totale. Nous avons découvert tout ce que je dis, que je ressens, on l'a découvert par l'homme, hein, qui était marqué par ses valeurs. Mais tout ce que je montre, nous ne l'avons découvert que parce que nous étions allés en vacances en Italie, qu'il avait un cousin qu'on avait retrouvé par miracle, et qu'il avait été reçu par des camarades à Reggio Emilia. Et on a découvert tout ça, il n'en parlait pas. Et je me souviens que petite, mes parents, la maison était de l'autre côté, dans l'autre rue, les jardins à travers. Je me souviens que petite, il y a un monsieur, je joue à la poupée près du grillage, et il y a un monsieur qui me dit, c'est ici qu'habite Zaccarelli? Je dis non. Puis après, le soir, on en a dit, ben, il y a un monsieur qui m'a demandé s'il y avait monsieur Zaccarelli. Et mon père m'a dit, c'était mon nom de guerre. Et j'étais petite et je ne pense pas me tromper de nom. Hein. Vous pouvez allumer si vous voulez dans l'entrée, là. Cette modestie, cette discrétion, il parlait peu en général. Il parlait peu, il cuisinait bien. Maman avait appris à faire les gnocchis, les raviolis. Thierry sait d'ailleurs les faire. J'ai pas du tout hérité de ça. et voilà, si vous voulez, comment les valeurs humaines sont enrichis par des idées généreuses et de l'espoir. Un exemple aussi, à 16 ans, mes parents m'ont laissé partir au Festival mondial de la jeunesse qui était à Bucarest. Georges était allé à Berlin 2 ans avant, mais il était plus âgé que moi. Eh bien, laisser partir une gamine de 16 ans, qu'avec des jeunes sans encadrement, c'était quand même une sacrée preuve de confiance. Et on n'a pas eu besoin de me dire tu fais attention à ça et ça. Ça, c'était ancré en moi. Et je n'ai jamais eu, je veux dire, de problème particulier parce que
je pense que ça se voyait. C'était et ça, c'est cette éducation. Alors, je parle de mon père. Il est évident que c'est un peu idiot de ne pas dire mes parents, parce que ma mère avait ces mêmes valeurs. Moi, j'ai hérité, enfin, ce que j'ai hérité. Vous le voyez, ce que j'ai hérité des Italiens. Je fais beaucoup de gestes. Et mon mari me disait, arrête de parler avec les mains. Mais bon, ça, j'ai hérité, ça, c'est mon héritage italien. Il se trouve qu'avant de... J'ai moi fait le même parcours. J'avais un brevet industriel, un CAP, un brevet industriel, le serrurier forgeron. Moi, j'avais un CAP industriel de couture. Et j'ai travaillé chez Dior, quand j'ai connu Georges. Alors, pourquoi la couture? Parce que j'avais de graves problèmes de santé, opération cardiaque qu'on ne pouvait pas faire, etc. Et je ne pouvais pas prendre l'autobus, le métro, donc j'étais un petit peu confinée. Et puis après, quand on a été mariés, ça a été de dire... Moi, quand le plus jeune est allé à la maternelle, moi je veux travailler. Georges, attends, je gagne ma vie. Oui, mais moi je veux travailler. Donc, mon brevet m'a permis d'aller à la mairie de Drancy. J'ai passé le concours de commis. Ça ne s'appelait pas comme ça. Si ça s'appelait commis, maintenant ça s'appelle adjoint administratif. J'ai passé le concours de rédacteur. Je suis retournée à la fac, j'ai passé le concours d'attaché. J'ai passé une licence. Et j'ai eu la chance, moi aussi, d'avoir autour de moi des gens généreux, pas des cadres qui se disaient elle va peut-être nous faire de l'ombre. Et j'ai essayé pendant toute ma carrière, et ça j'en suis sûre d'avoir réussi, c'est que mes collaborateurs, qu'il s'agisse de la secrétaire ou des directeurs que j'avais quand j'étais secrétaire générale, d'être très exigeante dans le travail, de travailler beaucoup et de demander beaucoup. Souvent je me suis dit, mon père, les livres, c'était à votre père? Le livre, il a été offert à mon père, oui, quand il est allé pour le cinquantenaire du Parti communiste italien. Ah, en Italie ou... En Italie. Okay. Pour le cinquantenaire du Parti communiste italien, il a été invité en Italie. Mais invité pas simplement par téléphone ou pas, avec un camarade qui est venu le voir. Ça, c'est la Fratellanza. Ça, c'est la Fratellanza Reggiana avec Serge Reggiani. Ah oui, Serge Reggiani, je l'ai connu. Voilà, c'était pour le 25e anniversaire de la Fratellanza Reggiana. Et normalement, il doit... Quelle chance vous avez de parler italien. Alors là, c'est l'erreur qu'il a fait de ne pas nous parler italien. Ah, mais moi non plus. C'est son engagement chez dans les brigades internationales, je peux vous le donner. Il parlait un peu de son expérience en Espagne. Comment? Il parlait parfois de son expérience en Espagne. Alors oui, il parlait de son expérience en Espagne. Il parlait aussi du poids de la religion. Et notamment en Espagne, de la collaboration, comme il y avait eu en Italie, entre la religion et le pouvoir fasciste. J'ai 2 petites filles, il y en a une, j'en ai 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Il y en a une qui a fait le concours de la résistance. Il est évident qu'on en a sacrément parlé. J'ai même demandé des témoignages d'amis dans le Lot, du fils de la famille où il avait été élevé. Camille, qui a 15 ans, eh bien, elle a fait une intervention. Ils sont allés visiter le wagon de Drancy, et il y a eu du chahut, etc. Camille s'est révoltée en disant vous respectez. Et puis, c'est pas par hasard que, alors c'est son père plus que moi, c'est pas par hasard que dans un thème de livre à choisir, elle a choisi Anne Frank. Hein? C'est pas par hasard qu'elle a demandé à lire ce qu'avait écrit Odette Niles. Si vous voulez, mais ça se transmet comme ça. Je ne crois pas qu'on puisse raconter le fascisme. Le fascisme, c'est comme les camps de concentration. Je veux dire, je ne pense pas qu'on... Enfin, la violence... Alors, peut-être aussi parce que on est de la période de la guerre et que la guerre, le fascisme, on l'avait chez nous. Et la peur des Allemands et... Enfin, encore que la peur des Allemands, j'étais chez ma grand-mère pendant un temps, au bord de la Loire. On faisait avec des feuilles d'acacia et des épines, des couronnes. Et il y a des Allemands qui arrivent et ils nous ont parlé très gentiment. Hein, ils avaient leurs enfants, tous les soldats allemands n'étaient pas et ils nous ont parlé gentiment. Et mon père disait, par exemple, ce sont des hommes, mais ils sont
prisonniers d'un pouvoir. Mais on voit bien aujourd'hui, on a bien vu qu'en Algérie, les Français pouvaient torturer. Ce n'est pas une nationalité, ce n'est pas une religion, c'est, je dirais pas le diable, parce que ce serait, c'est les conséquences, c'est le résultat du pouvoir économique, ça a toujours été comme ça. C'est plus par rapport à l'étude que l'on a que par rapport aux paroles. Je crois plus aux gestes au quotidien qu'au discours. Alors, sans doute aussi, quand il y a eu la télévision, moi j'étais anti-télévision, donc on n'a pas acheté, mon mari aussi, ben on a acheté la première télévision pour mes parents, qui étaient âgés. Hein, et les émissions n'étaient pas tout à fait pareilles quand même. il y a 50 ans, c'était quand même... Et à cette occasion, on pouvait parler de quelque chose. Mais la guerre, on l'a connue et pas connue, parce que les enfants... moi, je me souviens... ma mère, on était habillés comme as de pique, hein, avec des pantalons avec 2 morceaux à accrocher, etc. D'avoir appris la couture, ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis fait beaucoup de tenues. Et puis je suis surtout très manuelle. Mais si vous voulez, je crois que le plus important, c'est vraiment comment se comportent les parents. C'est vraiment, est-ce qu'on parle des valeurs ou est-ce qu'on n'en parle pas? Ah, ben voilà ça. Vous savez s'il y avait d'autres personnes, d'autres camarades qui sont partis avec lui en Espagne? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Oh, il y en avait sans doute. Hein, ils sont... Oui, non, parce que là, sur Paris, il y a l'association encore, les Garibaldiennes. Oui, mais si vous voulez, après mon père, c'est davantage impliqué. Il a pas milité à l'association des Garibaldiens. Il a milité au Parti communiste français. Il était français. Il se devait. Et puis il était très très discret. Et puis il n'aimait pas les bavardages. Il parlait peu. Ça, je ne ressemble pas. Donc après la guerre, il est rentré en 1975. Alors, si vous voulez, pendant la guerre, il est venu ici. Et ensuite, il y a eu la guerre. Il a travaillé avec les résistants français à Paris. Il a milité tout de suite avec le Parti communiste français. Tout de suite, il a été militant. Il a été trésorier de section. Il a tout de suite milité avec le Parti communiste français. Les attaches italiennes, il n'y en avait plus. Et c'est par hasard qu'il a retrouvé un cousin ou un petit cousin. Et moi, je connais personne. Personne de sa famille, personne... non, il y a eu une coupure. Et je pense que dans la mesure où il ne retournait pas en Italie, ça aussi, les Italiens ont dû penser qu'il reniait son pays. Hein, alors que, et ça mérite d'être souligné, renier son pays, vivre dans un autre pays... Alors, il y avait 2 choses. Il pouvait être apatride. Il pouvait vivre en Italie avec ma mère, rester italien. Pas de problème. Sauf que ses valeurs à lui, et c'est ce que Georges écrit, et ça il l'a dit, si je vivais en Italie, si je vivais en France, je devais avoir des devoirs et des droits, qui sont ceux des Français. Donc, il a choisi de prendre la nationalité du pays où il vivait pour continuer à perpétuer ces valeurs qu'il avait. Et c'est nous qui avons dit, on va aller en vacances en Italie pour que tu revoies ton pays. Et alors c'était très drôle, parce que là, il s'est mis à parler en italien. Mais non. Mais c'est pas pour autant, il n'a pas renié son pays. Hein. Sinon il ne serait pas allé. Mais je crois qu'aussi cette pudeur qu'il avait, parce qu'il avait une grande pudeur, je crois qu'aussi cette pudeur qu'il avait, de ne pas parler, de ne pas vanter ce qu'il avait fait, c'était de la pudeur. Il parlait jamais de lui.
Parmi toutes ces choses, vos souvenirs, c'est quoi les plus marquants que, pour résumer l'histoire de votre père? Je sais pas, un livre, Alors je dirais, une phrase. je dirais simplement que mon père a été un homme courageux. Ça va pas, c'est pas ça. Je veux dire que mon père a été élevé dans des valeurs qui étaient des valeurs chrétiennes, de droiture, de courage, tu mens pas, etc. Et que ces valeurs, il a vu qu'elles étaient complètement trahies par le fascisme. Et il s'est battu pour ces valeurs, mais il y a eu une rupture. Quand il a vu que l'Église s'associait, prenait part aux mesures fascistes, il a dit c'est pas possible. Mais ces valeurs, il les avait retrouvées bien avant, parce que dès la guerre de 14, puisqu'il a fait de la résistance, il a jugé que cette guerre, on ne pouvait pas s'allier, on ne pouvait pas admettre cette guerre. Donc, partant de ces valeurs, il a continué à construire sa vie avec les communistes, qui étaient les porteurs de ces valeurs et qui étaient les porteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà ce que je dirais. Alors après, je dis toujours ce beau poème d'Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Et toutes mes petites filles le savent et par cœur. Hein, et vous le connaissez ce poème? Oui? Pas par cœur. Parfait? Entièrement? Pas par cœur. Ah, mais pas par cœur. Ah ben je vais vous le donner. Hein, ça, je vais vous le donner, je l'ai. Je vais vous tirer la page, je vous le donnerai. Et alors, vous voyez, moi, ces valeurs que je c'est des valeurs qu'on transmet comme ça. Hein, c'est vous connaissez aussi ça. On ira voir dans la fiche de Manoukian. Hein. Et une de mes amies faisait partie du groupe. Ah oui, c'est... C'était de quelle origine? Elle est française, son mari était polonais. Le 21 février 1944, les murs de Paris se couvrent de grands affiches rouges. On l'a mis, et nos petits-enfants l'ont vu, et on leur donne au fur et à mesure. C'est ça qu'on transmet. Mais tout ça, si vous voulez, c'est l'héritage de ce que l'on a reçu. Hein, on n'invente pas... c'est l'héritage de ce qu'on a reçu. Et quand on a reçu beaucoup, on a beaucoup de chance. On doit essayer de donner un peu. Mais ça, c'est plus difficile.